travers le monde, 50 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. C'est à se demander ce qui se passe. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Wow, quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit forcément y avoir une explication. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Dans cet épisode, un trajet de bus tourne mal. Ils peuvent envoyer des jets de flammes et des éclats à plus de 30 mètres. Est-ce qu'il s'agit d'une arme? Quel est cet objet qui surgit de la jungle du Costa Rica? Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Il vient peut-être d'une autre civilisation. Quand les piscines deviennent mortelles. Cette gigantesque masse d'eau s'écrase sur la route. Le camion qui se trouve juste devant s'arrête à temps et l'évite de peu. D'où vient toute cette eau? Des phénomènes étranges. C'est pas vrai! Des mystères ont été filmés. C'est hallucinant! Que cachent ces étranges vidéos? Pérouse, au centre de l'Italie. Le 16 avril 2022. Sur une route de campagne, un conducteur repère un incendie. Mais quel brasier! Un bus est à l'arrêt, en proie aux flammes. C'est intense. On a l'impression que deux dragons crachent du feu. Où est le chauffeur? Est-il vivant? Difficile à croire qu'il s'agisse d'un accident au vu de l'intensité des flammes et de leur direction. Ce sont des jets de flammes. Le brasier s'intensifie. Il y a des débris partout et le feu commence à s'étendre. Qu'est-ce qui alimente ce brasier? C'est de la folie. J'aimerais en savoir plus. Les routes italiennes sont parfaites pour les voitures de course. Mais pas pour les bus. Chaque année, en Italie, plus de 45 personnes décèdent dans des accidents de bus. Cela représente 10% des accidents de bus de l'Union européenne. La journaliste Linda Rodriguez-Macrobi ne relève aucune trace d'accident sur le bus. Elle pense que ce véhicule pourrait cacher une nouvelle arme de pointe secrète. Quand j'observe la direction et la puissance des flammes, ça me fait penser à l'intensité d'un lance-flamme. Est-ce qu'il s'agit d'une arme? Les premiers lance-flammes ont été utilisés par l'Empire byzantin au 7e siècle. Ils tuaient leurs ennemis à coups de jets de flammes brûlantes. Certains modèles peuvent cracher 11 litres de flammes à la minute. Et les flammes peuvent monter à 3000 degrés. On pourrait croire qu'il s'agit d'armes tout droit sorties de films, mais elles ont bien été utilisées par les belligérants au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les nazis seront les premiers à l'utiliser en 1939 à Danzig, lors d'une attaque sur un bâtiment de poste polonaise. C'est l'une des premières horreurs de cette guerre. L'événement le plus documenté d'utilisation de lance-flammes durant la Seconde Guerre mondiale est la bataille d'Iwo Jima. Les Américains l'ont utilisé pour anéantir les derniers résistants japonais. Il existait tout un réseau de bunkers et de fortins en surface, mais ils avaient également construit tout un réseau de tunnels en béton sous terre. Les Marines connaissaient l'efficacité du lance-flamme, mais ils se retrouvaient exposés et vulnérables aux tireurs d'élite. Ils ont donc décidé de le positionner sur leur char M4 afin de gagner en mobilité. Le véhicule ressemble à un char classique, mais cache un redoutable lance-flamme à la place de son canon. Les soldats le surnomment le Zippo. Il est capable de projeter des jets de flammes à plus de 137 mètres.
Le secret du Zippo réside dans son carburant qui est coupé au napalm. À un certain moment, sa consommation va exploser. Le 5e bataillon de chars va consommer 38 000 litres de ce carburant au napalm par jour. Vous imaginez combattre un tel brasier? C'est l'une des pires morts qu'on puisse imaginer. La journaliste Linda Rodriguez-Macroby pense que ce bus cache peut-être lui aussi un lance-flamme et déverse son réservoir sur un ennemi invisible. Est-ce qu'il s'agit d'une attaque? C'est une stratégie qui a déjà été utilisée en Europe pour viser les forces armées. L'attaque terroriste qui a eu lieu à Crossmaglen en Irlande du Nord en 1992 est l'un des exemples les plus terrifiants. L'armée républicaine irlandaise va attaquer au lance-flammes un poste d'observation de l'armée britannique. L'IRA a fait l'usage d'un lance-flamme bricolé sur un tracteur. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remorqué un épandeur de fumier qu'ils avaient préalablement enduit d'une substance similaire au napalm et l'ont placé juste devant le poste d'observation avant d'y mettre le feu. Le camion a explosé. Ça a projeté des flammes de 10 mètres de haut qui ont réduit en cendres le poste d'observation. Si un camion peut faire office de lance-flamme, pourquoi pas un bus? En Italie, ce n'est pas la première fois qu'un bus prend feu. En mars 2019, un manifestant prend en otage un bus avec à son bord 50 enfants. Il l'asperge d'essence et y met le feu. Les enfants réussissent à sortir juste à temps avant que le bus ne se transforme en brasier géant. On pourrait penser qu'il s'agit d'un lance-flamme développé par des rebelles ou par une organisation terroriste. Mais la journaliste scientifique Jade Lovell n'est pas convaincue par cette théorie. Il n'y a aucune cible visible. Il se trouve en pleine campagne, sur l'accotement. Il doit y avoir une autre explication. À Pérouse, en Italie, un bus se transforme en lance-flamme. On pourrait croire qu'il y a 2 dragons cracheurs de feu perchés sur le bus. La journaliste scientifique Jade Lovell pense que l'origine du feu provient du fonctionnement du bus. Il y a de plus en plus de bus électriques. On peut donc se demander si cet incendie n'aurait pas été causé par un dysfonctionnement de la batterie. Les bus électriques sont fréquents en Europe. Rien qu'en 2021, 3200 bus ont été immatriculés. Suite à de multiples cas d'explosion de batterie, plusieurs ont fait l'objet de rappels. En mai 2022, en Angleterre, un bus explose sur un parking et provoque l'incendie de 4 autres bus. La colonne de fumée est visible sur près de 2 km. Le principal inconvénient des batteries au lithium est que l'électrolyte liquide qui les compose est hautement inflammable et explosif. En avril 2022, en France, 2 bus électriques ont pris feu. Leurs batteries au lithium se sont enflammées en quelques secondes. À Paris, des dizaines de bus électriques ont été retirés de la circulation. Mais pour Linda Rodriguez-Macroby, le puissant jet de flamme qui jaillit du toit du bus nécessite un carburant encore plus explosif. D'après la vidéo, il ne s'agit pas d'un bus électrique. C'est un bus fonctionnant au gaz naturel. Les bus au gaz naturel sont réputés pour être plus propres et plus sûrs que les véhicules au diesel. Ils ne produisent pas de suie ni d'hydrocarbures et ont une faible empreinte carbone. Mais leur réservoir se trouve souvent sur le toit. Ce sont de grands réservoirs d'une capacité de plus de 114 litres. Si l'un d'eux prend feu, cela peut provoquer une explosion équivalente à 2 kg de TNT. L'incendie génère des flammes et peut éjecter des débris. La journaliste Linda Rodriguez-Macroby découvre un document officiel qui confirme cette théorie. Les pompiers ont déclaré qu'il s'agissait d'un bus au gaz naturel.
La portée des flammes n'a rien d'anormal. C'est une mesure de sécurité conçue dans le système. Tous ces réservoirs de gaz naturel comprimés sont équipés de soupapes d'évacuation thermosensibles. C'est le phénomène observé sur la vidéo. La fuite de gaz prend feu et transforme le bus en lance-flamme géant. Le bus va entièrement brûler. Il ne reste plus rien. Il n'y avait aucun passager à bord quand l'anomalie électrique provoquant l'incendie a eu lieu. Le conducteur a de la chance de s'en être sorti. Heureusement que l'incident s'est produit en pleine campagne, car comme on peut le constater sur la vidéo, tout le périmètre alentour a également brûlé. Quelle journée! Il n'est pas prêt d'oublier ça. Cet automne, C'est pire qu'une série télévisée, mais ça se passe dans la vraie vie. des malheurs, des survivants et des victimes. Ce que vous allez voir, c'est pas beau. Les médecins m'ont dit, on comprend pas que tu aies survécu. J'avais peur d'elle. Elle m'a fait des menaces de mort. Faites un testament. Sinon, là, c'est ben du trop pour vos proches. Êtes-vous prêts pour des séries chocs? C'est l'expérience la plus intense et la plus brutale que vous pouvez vivre dans votre vie. Canal D, tout découvrir. À Tarbaca, au Costa Rica. Le 22 novembre 2007. À l'aide de son téléphone portable, quelqu'un filme un étrange objet volant au-dessus de la vallée. On dirait une soucoupe volante. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Un morceau de métal flotte dans les airs. Il fait du surplace, comme s'il surveillait. Est-ce une menace? L'homme qui filme appelle quelqu'un. William, viens voir, viens voir. Mais personne ne vient. William, On sent bien qu'il est effrayé par ce qu'il voit. Il ne sait pas ce que c'est et ça commence à l'inquiéter. L'objet ne bouge pas, mais on dirait qu'il pivote ou qu'il tourne sur lui-même. L'homme panique et baisse la caméra. On ne voit plus l'objet volant. Ça doit être terrifiant d'apercevoir un tel objet voler dans le ciel. qu'est-ce que c'est? C'est très étrange. Au Costa Rica, un témoin filme une soucoupe volante qui plane au-dessus d'une vallée. Même si la qualité est médiocre, les images sont sans équivoque. Ça ressemble à une soucoupe volante. C'est évident. Connor McCourt, ancien analyste d'images pour la police de New York, vérifie l'authenticité de la vidéo. La vidéo me paraît authentique. Les mouvements de la caméra sont réalistes. Il y a la fonction d'autofocus et également le zoom avant et arrière. C'est ce qui me permet d'authentifier la vidéo. « 12 fois plus petit que la France, le Costa Rica est recouvert à 50% de forêt. L'auteur Patrick Tomlinson découvre que les apparitions de soucoupes volantes y sont fréquentes. L'un des meilleurs clichés de soucoupe volante a été pris en 1971 au-dessus du lac Arenal au Costa Rica. Dans les années 70, une équipe de recherche géologique a pris des photos en hauteur depuis un avion. Quand la pellicule a été développée, l'une des images avait capturé un disque aux allures de soucoupe volante qui volait sous l'avion. L'objet volant pris en photo en 1971 ressemble étrangement à celui de la vidéo. L'équipe de chercheurs était stupéfaite. Ils ont même vérifié le négatif pour être sûrs qu'il ne s'agissait pas d'un défaut sur la pellicule. Ils ont envoyé l'image à une organisation américaine sur les ovnis afin de faire confirmer son authenticité. S'il s'agit bel et bien d'un objet volant, il faut qu'on en apprenne davantage sur la technologie en question, qu'elle vienne de notre planète ou non. Certains se demandent si le Costa Rica ne serait pas un repère d'activité extraterrestre. Cette apparition pourrait-elle être liée aux autres événements étranges de la région? Le Costa Rica n'a aucune armée ni force aérienne et ne dispose d'aucune base militaire américaine sur son territoire. Étrangement, les derniers brevets de la US Navy ressemblent fortement à l'objet volant observé dans la vidéo.
L'ingénieur en aérospatial Salvatore Pais a travaillé pour le Pentagone. Il a collaboré avec la marine et les forces spatiales américaines. Au cours de ces dernières années, il a fait breveter plusieurs technologies aérospatiales. En y regardant de plus près, on constate qu'elles correspondent étrangement à la description d'un vol d'OVNI. L'une d'entre elles concerne un générateur de champs électromagnétiques. Le brevet concerne la création d'un générateur de champs électromagnétiques capable de générer un vide quantique. Cela signifie qu'il n'est pas soumis aux forces aérodynamiques et qu'il permet de se déplacer à toute vitesse, dans l'air ou dans l'eau, sans inertie ni résistance. Les spécialistes des ovnis pensent que ces objets volants utilisent une source d'antigravité pour se déplacer, ce qui expliquerait pourquoi on les voit légèrement basculer avant de disparaître, à cause du champ antigravitationnel. Si le gouvernement américain souhaitait tester un prototype d'engin volant antigravitationnel, l'isolement du Costa Rica en ferait un pays de choix. Mais cette vidéo a été filmée bien avant que Salvatore Pais ne dépose ses brevets. Pendant longtemps, ces vidéos n'ont pas été prises au sérieux. Mais ces dernières années, certains rapports du Pentagone laissent penser que le sujet est bien plus réel que ce que l'on pensait. On ne peut pas écarter la possibilité que cet objet vienne d'une autre civilisation. Quand on parle technologie, tout est possible. On découvre des choses incroyables tous les jours et on vit dans un monde qui évolue toujours plus vite. Ce genre de découverte est tout à fait envisageable. Les secrets de famille, là, il y en a dans toutes les familles. Grosse surprise dans le dossier, on a retrouvé une demi-sœur. Wow. Il y a des choses qui se disent pas dans la famille, il y a des tabous, il y a des secrets. Chasseur d'héritiers, jeudi 19h30, à Canal D. À Yongkang, dans l'est de la Chine. Le 5 septembre 2021, une caméra embarquée filme les bouchons de la pause déjeuner. C'est une petite rue, tout ce qu'il y a de plus banal. Il y a un camion devant. Quand soudain... Vous avez vu ça? Qu'est-ce que c'était? Une gigantesque masse d'eau tombe du ciel. C'est un véritable déluge qui s'abat sur ces véhicules. Cette gigantesque masse d'eau tombe du ciel et s'écrase sur la route. Le camion qui se trouve juste devant s'arrête à temps et l'évite de peu. C'est un miracle qu'il ait pu réussir à s'arrêter à temps. Cette cascade submerge toute la rue. Cette énorme masse d'eau sort de nulle part. D'où sort toute cette eau? Dans le Zhejiang, province côtière de l'est de la Chine, une énorme masse d'eau tombe du ciel. Vous avez vu ça? Il n'y a aucun nuage dans le ciel, donc il ne s'agit pas d'un phénomène météorologique. Connor McCourt, l'ancien analyste d'images pour la police de New York, pense qu'il pourrait s'agir d'une fausse vidéo. Il faut en premier lieu confirmer l'authenticité de la vidéo. Sur cette partie de la vidéo, on peut voir qu'il y a des fils électriques. Et quand on avance la vidéo, on peut voir que ces fils réagissent violemment à la chute d'eau. Ils s'agitent. Si cette vidéo avait été trafiquée, ces fils ne bougeraient pas comme ça. C'est ce qui nous permet d'authentifier la vidéo. L'ingénieur Nick Householder pense qu'il pourrait s'agir d'une mission de sauvetage ratée. Cette impressionnante masse d'eau qui tombe du ciel me fait penser aux avions Canadair qui larguent de l'eau pour éteindre les incendies. Les gratte-ciel façonnent le paysage des villes chinoises. La Shanghai Tower culmine à plus de 610 mètres de hauteur. C'est la 3e plus grande tour au monde. Mais construire un tel édifice comporte des risques. Rien qu'en 2020, 8000 incendies de gratte-ciel ont été enregistrés. La voie aérienne est parfois la seule solution pour venir à bout de ces incendies. Un avion ou un hélicoptère charge un gros volume d'eau dans la zone la plus proche et il revient sur le lieu de l'incendie pour décharger sa cargaison.
Le meilleur Canadair au monde coûte 30 millions de dollars et il est capable de charger 5300 litres d'eau en 12 secondes seulement. Mais combattre des incendies depuis le ciel peut s'avérer extrêmement risqué. En 2012, un incendie s'est déclaré au 67e étage de l'une des tours du complexe de la Fédération à Moscou. 2 hélicoptères arrivent sur place, mais l'un d'eux s'approche trop près et propage davantage l'incendie avec son hélice. Il faudra 3 heures aux hélicoptères pour éteindre le brasier. Un hélicoptère transportant une charge lourde est extrêmement difficile à diriger. En 2017, à Los Angeles, un hélicoptère a raté sa cible. On a peut-être affaire au même incident. Il n'y a aucun signe d'incendie sur la vidéo, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un. L'hélicoptère a peut-être raté sa cible. Mais la Chine dispose d'un arsenal de lutte contre les incendies aériens dernier cri. Le développeur aérospatial Ehang a conçu un drone autonome équipé de boules-grenades extincteurs et de jets d'eau afin de lutter contre les incendies en hauteur et de sauver des vies. Connor McCourt passe de nouveau en revue la vidéo et relève un détail qui pourrait expliquer l'origine de la masse d'eau. En regardant la vidéo image par image, on observe une sorte d'effondrement sur le haut du bâtiment. Juste là, vous le voyez? C'est très net. L'effondrement est suivi de près par l'énorme masse d'eau qui tombe en cascade sur la rue. On dirait que quelque chose a débordé du haut du bâtiment. Est-ce que ça pourrait être une piscine qui s'est effondrée? Les piscines de toit sont l'ultime apparat de l'immobilier de luxe. Elles peuvent coûter plusieurs millions de dollars. Mais en cas de défaut de construction, elles représentent un danger mortel. En avril 2021, une piscine de 23 mètres s'est effondrée au Brésil. C'est un véritable raz-de-marée de plus de 100 tonnes qui se déverse dans le garage de l'appartement voisin. Des centaines d'habitants sont évacués. C'est un cauchemar qui devient réalité. Peut-être qu'il s'agit d'un incident similaire avec une piscine de toit en Chine. La journaliste Sarah Kroudas passe en revue la presse locale à la recherche d'incidents similaires. Plusieurs sources mentionnaient l'effondrement d'un mur sur un toit d'immeuble ayant entraîné la chute de briques et d'un réservoir d'eau dans la rue. Les conséquences sont bien visibles. Il y a des briques, des débris et des voitures abîmées au pied de l'immeuble. Ce n'est pas la première chose à laquelle on pense, mais l'eau peut être extrêmement puissante. Quand elle atteint une certaine vitesse, l'eau n'agit plus comme un liquide et elle devient aussi solide que du béton. Ça aurait pu très mal finir. L'eau est un élément très dense. Lorsqu'un tel volume chute d'une hauteur de 21-27 mètres, ça peut littéralement vous tuer. Mais il n'y a pas qu'en Chine que les toits sont équipés de réservoirs d'eau. Rien qu'à New York, on n'en compte pas moins de 17 000. À tout moment, un drame peut survenir. Si un piéton se trouvait à cet endroit au moment de l'accident, il aurait été tué sur le coup. C'est facile de dire « Oh, moi, j'aurais jamais envoyé de l'argent à quelqu'un. » Les fraudeurs s'adaptent selon la victime. Jamais j'ai pensé. En aucun moment, on a eu un doute. C'est comme une gifle. Démasqué, vendredi 20h30, à Canal D. À suivre, sur les côtes de La Paz, au Mexique. En octobre 2011, le pêcheur Enrique Lucero fait une étrange trouvaille. C'est quoi? Ça ne ressemble à rien. C'est étrange. La créature des mers a des allures fantomatiques.
Elle est toute fripée, très pâle. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Son œil, il n'en a qu'un. Il y a quelque chose qui cloche. Je n'ai jamais rien vu de tel. On dirait un cyclope des mers. Ça ne ressemble à aucun animal vivant dans nos océans. On dirait un extraterrestre. Au large des côtes mexicaines, un pêcheur attrape un cyclope. Pour la biologiste marine Hannah Rudd, cette bizarrerie n'a rien de naturel chez les animaux qui peuplent notre planète. Ces créatures cyclopes sont rares dans le règne animal. Il faut 2 yeux pour percevoir la profondeur. Ce requin cyclope n'aura qu'une vision frontale, alors que les autres requins à 2 yeux auront également une vision latérale. Ses chances de survie sont donc bien plus réduites qu'un requin à 2 yeux. Ces animaux appartiennent davantage à notre imaginaire collectif qu'à la réalité. Les monstres cyclopes hantent nos civilisations depuis 700 ans avant Jésus-Christ. Dans la Grèce antique, il existait de nombreux récits de cyclopes géants, mangeurs de cerveaux humains. On retrouve ces mythes dans les civilisations du monde entier. En 1909, un journal du Maryland relate le fait divers d'un homme drainé de son sang et jeté d'une falaise par une créature cyclope ailée, dotée de tentacules et de griffes d'acier. Aucun de ces récits n'a pu être confirmé. Mais le cyclope attrapé par ce pêcheur est bel et bien réel. C'est une créature unique en son genre. Le pêcheur a déclaré avoir découvert cette créature étrange dans le ventre d'un requin en gestation. En 30 ans de métier, je n'ai jamais rien vu de tel. Ce n'est pas la première fois que je pêche un requin, mais un cyclope dans le ventre d'un autre requin, c'est une première. Cette créature ne ressemble à aucune espèce de requin. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi ce requin n'a qu'un seul œil? Cette créature cyclope a été pêchée dans le golfe de Californie, aussi connu sous le nom de mer de Cortés. Grâce à un phénomène géothermique, ces eaux chaudes renferment certaines des créatures les plus hideuses de la planète. La région est connue pour abriter une grande diversité de spécimens marins étranges. Des nudibranches cannibales vivent paisiblement sur le fond marin, tandis que les raies mobula sautent et font des acrobaties à la surface. On peut également apercevoir certains poissons nageant avec la bouche pleine de leurs propres œufs. Pour Jacques Cousteau, que j'admire beaucoup, le golfe de Californie était l'aquarium du monde. La diversité marine qui existe dans cette région est unique au monde. Parmi toutes ces créatures étranges, on trouve des requins. Au fil des siècles, de nombreuses créatures presque mythiques ont été associées à cette région. Il y en a une que les locaux appellent le démon noir de Cortés. Il s'agirait d'un énorme requin noir qui serait capable d'avaler des otaries entières. Le démon de Cortés est peut-être bien plus réel qu'on ne le croit. En 2008, le pêcheur Eric Mack a été attaqué par un énorme requin noir. Il était si grand que son aileron mesurait 1,50 m. Certains habitants de la région comparent cette créature à un mégalodon, cet animal qui mesurait près de 18 mètres de long et pesait 50 tonnes. Les mégalodons n'existent plus. Mais des requins de certaines espèces peuvent devenir relativement grands. Le plus grand requin blanc jamais observé a été filmé dans cette région. Ce monstre des mers, surnommé Deep Blue, a été aperçu pour la première fois en 2014. Deep Blue mesure près de 6 mètres de long et doit peser dans les 2 tonnes. C'est une redoutable machine à tuer. On en vient à se demander qu'est-ce que ces eaux ont de si particulier pour abriter autant d'espèces marines si singulières. Dustin Growick analyse les plans aériens de la région et relève un détail inhabituel au fond de la mer.
En regardant les images satellites, on peut voir des lignes qui apparaissent au milieu de l'eau. On dirait des traces de murs ou des tunnels. Ça n'a rien de naturel. Est-il possible qu'il y ait une construction humaine à cette profondeur? Ce cyclope blanc pourrait être le fruit d'un projet secret défense réalisé en laboratoire sous-marin secret. Les requins fascinent la communauté scientifique. Le requin du Groenland peut vivre jusqu'à 400 ans. Certains pensent qu'il détient la clé du secret de la longévité et de l'espérance de vie humaine. Mais cela impliquerait une série d'expérimentations. Ce ne seraient pas les premiers bâtiments sous-marins construits. Cela existe déjà. Des scientifiques ont établi des quartiers d'habitat sous-marin, un peu comme la Station spatiale internationale, mais au fond de l'océan. Aquarius est la plus ancienne de ces installations. Elle a été créée dans les années 80 au large des côtes de la Floride. Un laboratoire sous-marin de ce type sera l'endroit parfait pour réaliser des expériences classées top secret. Mais le biologiste Roland Case ne pense pas que ces marques soient dues à une quelconque activité humaine. Il est peu probable que ces lignes correspondent à une base sous-marine parce que les proportions ne tiennent pas la route. Il serait impossible de construire et d'entretenir un laboratoire sous-marin aussi grand. D'après Roland Case, le requin cyclope serait le résultat d'une mutation génétique et non d'une expérimentation. Il faut chercher l'origine de cette mutation. Qu'est-ce qui a bien pu impacter l'ADN de ce poisson au point de ne lui laisser qu'un œil? Il y a plusieurs pistes à explorer. La plus probable est celle de la pollution chimique. Ce genre de mutation indique une pollution de grande ampleur. Mais il n'existe aucun oléoduc ni acheminement de produits chimiques dans le golfe de Californie. Le biologiste Steve Potvin cherche à savoir si elle n'aurait pas été causée par un canal sous-marin construit dans le plus grand des secrets. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait que les Alliés rencontraient des difficultés à acheminer du carburant. Ils ont donc construit un oléoduc secret sous la Manche, afin d'approvisionner la France depuis le Royaume-Uni. Il est donc légitime de se demander s'il n'existe pas d'autres canaux de ce type. Une marée noire pourrait engendrer d'importantes mutations dans les écosystèmes touchés. En 2010, l'explosion d'une plateforme pétrolière appartenant à Deepwater Horizon a déclenché la plus grande marée noire que l'écosystème marin ait connue. Elle a déversé près de 800 millions de litres de pétrole brut dans le golfe du Mexique. Quelques années après la catastrophe, les scientifiques et les populations avaient déjà relevé des anomalies dans les océans. De nouvelles créatures étranges sont apparues. Des crevettes sans yeux, des thons avec des lésions noires sur tout le corps. Il est évident que la marée noire a eu un effet dévastateur sur la faune et la flore locale. Les composants toxiques du pétrole pénètrent par les différents orifices et parviennent à modifier les ADN des créatures marines. Il y a une infinité de possibilités de mutations génétiques et chacune d'entre elles offre une multitude de malformations possibles. Cette marée noire est peut-être à l'origine d'une toute nouvelle génération de créatures étranges et fascinantes. La cyclopie est une malformation rare. Ce requin semble également atteint d'albinisme. Ces deux modifications génétiques indiquent que son ADN a été considérablement altéré. Si ces changements sont dus à un polluant et qu'il continue de se répandre dans l'océan, qui sait quels autres monstres on pourrait découvrir dans ces eaux? C'est une découverte scientifique incroyable. Mais j'espère qu'on ne découvrira pas de nouveaux spécimens de requins cyclopes. C'est quoi ton dernier souvenir avant l'accident? J'ai volé dans les airs. J'ai pris ma jambe, puis je l'ai ramenée à sa place. Je me suis battue pour rester ici aujourd'hui. J'ai frôlé la mort, mardi 21h, à Canal D. En pleine nuit, à Caruero Seco, au nord-est du Brésil. Janvier 2019. Un habitant entend un bruit étrange dans son jardin. Qu'est-ce que c'est que ça? On voit que c'est assez gros. Ça ressemble à un chien ou à un ours. La créature se dresse derrière le mur d'1,50 m. Elle est gigantesque. On se demande évidemment en premier lieu quelles sont ses intentions. Cherche-t-il à manger ou se tient-il prêt à attaquer?
À mesure que l'animal se rapproche, il apparaît évident que quelque chose cloche. Il est à mi-chemin entre l'homme et l'animal. Il a une forme humanoïde. On dirait presque un loup-garou. L'animal semble repérer la caméra. J'aurais été terrifiée d'observer une telle créature dans mon jardin. Au nord-est du Brésil, un habitant fait une surprenante découverte dans son jardin. On dirait un loup-garou. Pas étonnant qu'il ait pris ses jambes à son cou. Le Brésil est le 5e plus grand pays au monde. Mais 60% de son territoire est inhabité. Ces étendues vierges donnent lieu à toutes sortes d'histoires de monstres légendaires. Les Brésiliens croient aux loups-garous. Ce mythe est très présent dans leur culture et leurs croyances. Et pourtant, il n'y a pas de loup au Brésil. Le loup à crinière existe au Brésil, mais les scientifiques ont découvert qu'il ne faisait pas partie de la famille des loups. Ce canidé docile et craintif n'a rien d'un grand méchant loup. Il se nourrit principalement d'insectes et de plantes. Rien à voir avec les loups gris d'Europe et d'Amérique du Nord. D'où vient cette croyance? Il faut remonter à l'époque coloniale pour connaître la réponse. Ce sont les colons portugais, arrivés au XVIe siècle, qui ont ramené ces croyances. Il existait de nombreux récits de loups affamés au Portugal. En Amérique du Sud, on sait que beaucoup de peuples indigènes vénéraient des dieux hybrides mi-homme, mi-animal. Les hommes jaguars, par exemple. C'était donc une population réceptive à ce genre de croyances et susceptible d'accepter l'existence d'un homme-loup, le loup-garou. Les colons portugais ont transmis ces récits d'hommes qui se transforment en monstres, mi-homme, mi-loup. Au XVIIIe siècle, ces légendes se répandent dans le nord du Brésil et donnent naissance à une hystérie collective au sein des populations. Au XVIIIe siècle, un groupe de prêtres catholiques va accuser un responsable local d'être un loup-garou. Ils ont déclaré qu'il se transformait en loup-garou à la nuit tombée pour terroriser le village. D'après les populations locales, cette bête avait des yeux qui brillaient comme des charbons ardents. Et elle commettait d'horribles actes comme le cannibalisme, l'inceste, les violences sexuelles ou encore le meurtre. C'était un peu comme si l'on accusait une personne d'être le mal incarné et d'avoir fait un pacte avec Satan. José Cavalcante de Albuquerque, l'homme accusé de ces meurtres, a finalement été innocenté. Les villageois n'ont jamais trouvé le coupable de ces crimes. Il existe beaucoup de récits et de légendes autour du loup-garou, mais à ce jour, aucun d'entre eux n'a pu être documenté ni confirmé. Mais la journaliste Linda Rodriguez Macrobi a trouvé des rapports datant de 2019 qui décrivent des attaques de loups-garous dans la jungle au Brésil. Une série d'attaques inexplicables sur des habitants a traumatisé la population brésilienne. L'une des victimes était couverte de multiples plaies ouvertes d'une dizaine de centimètres. Elle s'est vidée de son sang. Aucune des attaques ne portait les stigmates des prédateurs locaux, comme le jaguar ou le caïman. Les gens ne savaient pas quoi penser. Après des mois d'hystérie générale, l'ami de l'une des victimes fait appel à un expert afin de traquer l'assassin. Quand ils ont fini par mettre la main sur l'animal responsable de ces attaques, ils n'en croyaient pas leurs yeux. C'était un fourmilier. Ses griffes correspondent aux marques retrouvées sur le corps des victimes. Ces fourmiliers géants vont faire 2 victimes supplémentaires. L'un des chasseurs va essayer de se défendre avec un couteau, mais l'animal de 45 kilos lui sectionne l'artère fémorale.
On ne s'en rend pas compte, mais ces animaux sont très grands. S'ils se sentent en danger, ils se dressent sur leurs pattes arrière et peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres. C'est la taille de Shaquille O'Neal. Les fourmiliers n'ont pas de dents, mais ils ont de redoutables griffes. Pas étonnant qu'il ait pris ses jambes à son cou en voyant un tel monstre. On a peut-être affaire à un fourmilier très agressif envers les humains. Mais la vidéo n'est pas suffisante pour confirmer l'identité de l'étrange intrus de ce jardin. Peu importe ce que c'est, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'aimerait pas voir cette chose errer dans notre jardin. Je compte bien fermer mes portes à double tour.